Bonjour, aujourd'hui nous allons approfondir notre discussion sur les fonctions dans le langage C. Il y a deux aspects particulièrement intéressants quand on parle des fonctions en microcontrôleur. La première, ça va être la taille que va prendre la fonction à l'intérieur de notre programme. La seconde, c'est le temps d'exécution de la fonction à chaque fois qu'on en fait un appel. Pour commencer notre analyse, on va utiliser l'exemple bien connu Blink des librairies Arduino. Plutôt que d'utiliser Arduino IDE, on va utiliser AVR Studio parce que par la suite, ça va nous permettre de faire des analyses un petit peu plus poussées, entre autres en faisant des points d'arrêt, puis en regardant le code des assemblées de nos exemples. On commence sans plus tarder. Pour les expérimentations aujourd'hui, on va utiliser le Arduino Micro qui est muni d'une puce ATmega 32U4. Et pour la programmer, on va utiliser le PicKit4 en mode JTAG. Ça va nous permettre, entre autres, d'avoir un mode debug plus tard. Pour un petit feedback visuel, on va utiliser la LED qui est, elle, connectée au port C bit 7. Puis pour regarder l'aspect temporel, on va utiliser un oscilloscope qui va être connecté sur la sortie du port C bit 7, là, directement sur la plaquette blanche. Le reste du montage importe peu pour l'instant. Pour ceux qui se demandent comment je fais pour savoir que c'est port C bit 7, on utilise simplement le schéma qui est disponible directement sur le site d'Arduino. Si on agrandit un petit peu la zone proche de la LED, on voit là, que la LED est pour les Arduino, ça serait considéré comme IO 13, donc la pin 13 numérique. Mais dans notre cas à nous, on voit bien là, c'est relié à PC7, donc port C bit 7. On va donc commencer par créer un projet à l'intérieur de Atmel Studio. Nous, on va utiliser l'importation d'un sketch Arduino. On va lui donner un nom un peu significatif. Disons démo fonction link. Je vais le mettre sur mon bureau. On va aller chercher le sketch. Le sketch peut varier. Bon, l'endroit où le sketch va être sur votre ordinateur va varier, dépendamment de votre installation. Moi, il est dans C, programme file, Arduino, exemple, basic, blink. C'est lui qu'on va utiliser. Le IDE de mon système est installé dans la même patte, mais sous Arduino. Nous, on n'a pas un Uno, mais on a bien un micro. C'est ici. Puis on utilise le ATmega 32U4. La création du projet va être quand même assez longue, donc on va y aller en accéléré pour cette partie-là. Donc le code obtenu est sensiblement le même qu'on aurait dans Arduino IDE. Si on descend plus bas, on a la fonction setup qui est appelée seulement qu'au début et la fonction loop qui est appelée de façon perpétuelle à l'intérieur de notre programme. Ici, si on va voir le define qui correspond à LED built-in, on voit là, que lui, c'est l'équivalent de mettre 13. On se rappelle que dans le schéma, on avait vu que c'était l'IO numérique 13 qui correspondait à notre LED sur cette plaquette-là. Donc, il la met en output, il l'allume, il attend un délai de 1 seconde, il l'éteint, il attend un délai de 1 seconde. Donc, on devra voir notre LED clignoter à toutes les secondes. Il y a plusieurs façons de télécharger le programme à partir de Atmel Studio. Nous, on utilise le JTAG, donc il va falloir lui spécifier c'est quoi l'outil. On peut voir ici, dans ce moment, l'outil n'est pas spécifié pour communiquer avec notre plaquette, donc on va lui donner notre outil, qui nous est un PicKit4. Puis l'interface qu'on va utiliser, c'est le JTAG. Je vais tout de suite configurer la vitesse maximum, qui est de 4 millions dans ce cas-ci. Et on peut maintenant procéder au premier téléchargement. C'est maintenant fait. Si on regarde, on voit maintenant que la plaquette clignote effectivement à toutes les secondes. On peut changer le délai. Ici, on va le changer pour 100 et voir l'effet que ça donne si on retélécharge à l'intérieur de la plaquette. On voit maintenant que ça clignote un petit peu plus vite. Déjà, à ce point-ci, on peut utiliser la sonde de l'oscilloscope pour vérifier l'aspect temporel. Ce qu'on va faire, on va s'ajouter une fenêtre pour l'oscilloscope. À l'oscilloscope, on voit que le temps où le signal est haut correspond bien à 100 millisecondes
et le temps où il est bas, 100 millisecondes. Donc, c'est excellent. Pour l'instant, on va voir si maintenant on l'accélère encore plus. Maintenant, on met juste 1 milliseconde et on l'envoie. Sur la caméra, en ce moment, on voit bien que c'est impossible de voir le clignotement. Et si on continue à l'observer avec l'oscilloscope, cette fois-ci, on va diminuer à 1 milliseconde. On voit là, que le temps positif et le temps d'arrêt correspondent bien là, à 1 milliseconde avec un petit jeu. Là. Bon, une autre variation qu'on pourrait faire, ça serait maintenant de totalement enlever le délai pour voir à quelle vitesse notre signal va passer de 5 à 0 de façon constante. C'est beaucoup plus bas. Maintenant, on va le diminuer, disons à 10 microsecondes, notre nouveau signal. On voit maintenant, on est en dessous de 10 microsecondes. Donc, pour améliorer notre lecture, on va diminuer l'échelle. De toute façon, on va se mettre à 2 microsecondes. Puis aussi, on va immobiliser le signal parce qu'on voit de temps en temps, il y a une durée qui varie. Curseur sur le canal 1 de façon verticale. On va mesurer l'impulsion haute. On voit qu'elle dure environ 6,8 microsecondes. Pour l'impulsion basse, elle dure plutôt environ 7,2 microsecondes. Peu importe où on mesure, c'est probablement la même mesure qu'on va obtenir. La raison pour laquelle l'impulsion basse est plus longue, si on regarde le code, c'est qu'en fait, celle-ci survient juste avant la fin de la fonction. Donc, à chaque fois qu'il y a un appel de fonction, il y a ce qu'on appelle la mise en contexte. Et ici, ben, on peut l'observer, elle dure environ 0,4 microsecondes pour la fonction loop. En bout de ligne, Digital Write, tout ce qu'elle fait, c'est d'activer ou désactiver notre broche en sortie. On se rappelle que cette broche-là était connectée sur le port C bit 7 et il est possible de contrôler directement à l'aide du registre port C cette broche de sortie. Donc, pour une première expérimentation, on va l'affecter directement. Port C égale on active le bit 7 et ensuite on met port C à 0. On pousse ça à l'intérieur de notre code et on va voir la différence. OK, la différence, elle est majeure. On peut le voir directement en ce moment. On va se donner un petit peu plus de précision pour être capable d'aller lire exactement la durée de l'impulsion positive qui est rendue maintenant. Installer les curseurs. D'environ 63,7 nanosecondes, donc tout dépendant de exactement là où on débute et où on termine. C'est un facteur quand même d'environ 100 entre ce qu'on avait comme résultat avec Digital Write. Et ça fait exactement la même action. Est-ce que ça fait du sens? Ben, ça fait du sens. Notre AVR, il est cadencé en ce moment à 16 MHz. La série AVR est capable de contrôler ses sorties à la même vitesse qu'elle est cadencée à l'intérieur. Donc, si on prend notre 16 MHz qui cadence le microcontrôleur en ce moment, on prend sa période, c'est 62,5 nanosecondes. On est très proche de ce qu'on observe en ce moment. Bon. D'où vient le facteur 100? La fonction Digital Write, elle est très pratique, tout le monde s'entend pour ça. Elle fonctionne pour toutes les sortes d'Arduino. Cependant, elle est très lourde. On le voit, ça lui prend 100 fois plus de temps que l'activation, désactivation directement. Donc, c'est pas juste une question de mise en contexte dans ce cas-ci. Il y a énormément d'opérations qui sont en jeu. J'entends crier jusqu'ici les gens, bah là, t'as affecté les 8 bits alors que tu voulais contrôler qu'un seul bit. C'est vrai, c'était juste pour faire le test. J'ai rien de vraiment branché sur PC6. Les autres bits n'existaient pas là, en sortie pour le passer.
La solution, c'est d'utiliser les masques si on veut juste contrôler un seul bit. Donc ici, en faisant un masque OU sur le bit 7, on va forcer ce bit-là à 1 sans affecter les autres bits. Et pour le remettre à 0, on va utiliser un masque E. Et cette fois-ci, on va forcer le bit 7 à 0 et tous les autres, on ne veut pas y toucher. On va regarder le résultat pour voir s'il y a une différence. Oh, il y a une différence. On va réduire un peu la durée et voir maintenant on est rendu à quoi. On est maintenant rendu à 125 nanosecondes pour l'impulsion positive. Donc c'est 2 fois plus lent que de faire une affectation directe. Pourtant, si on regarde le code des assemblées, c'est supposé d'être une seule opération. Pour voir le code des assemblées, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'opération en mode debug et on va pouvoir regarder le code des assemblées. Donc, on va se mettre un point d'arrêt à l'intérieur de notre code, ce qui va nous permettre d'arrêter exactement ce qu'on veut observer. Donc ici, on voit le code en C qu'on avait écrit, et on voit l'équivalent en code des assemblées, donc en assembleur, qui est utilisé en réalité par le processeur. Présentement, il utilise l'opération SBI. On va aller voir à quoi correspond l'opération SBI dans la documentation. Donc, c'est set bit in IO register. Et ce qui est le plus important, c'est regarder en bas, ici, le nombre de cycles. On dit que ça va prendre 2 cycles pour la plupart des AVR, à l'exception des XMega et AVR 8L qui, eux, prennent seulement qu'un cycle. Donc, ça correspond à ce qu'on observe. SBI dure 125 nanosecondes, ce qui correspond à 2 cycles de notre horloge. Bon, le dernier aspect qui nous reste à regarder, c'est l'espace que prend les fonctions d'Arduino. On va commencer par regarder la compilation qu'on a si on remet actif les 2 fonctions Digital Write. On obtient donc 4806 bytes pour le programme et 150 bytes pour les variables. Et c'est quand même surprenant parce que nous, on ne voit aucune variable en ce moment. C'est dû, entre autres, à toutes les librairies que charge Arduino pour bien fonctionner, pour offrir de la facilité à l'usager. Maintenant, si on enlève juste la fonction Digital Write et qu'on utilise à la place l'accès direct, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner comme compilation. On est maintenant descendu à 4488 bytes et on est toujours à 150 bytes pour la partie des variables. Maintenant, pour pouvoir comparer, on va créer un projet sans les librairies Arduino. Créer un nouveau projet qui est un exécutable. On va l'envoyer dans le fond d'écran aussi. On va l'appeler fonction 2. Nous, on utilise notre Omega 32U4. Donc, le projet créé inclut automatiquement la librairie io.h avec l'information qu'on a fournie lors de la création du projet. io.h va charger les bonnes définitions pour les registres de notre microcontrôleur. Comme dans l'exemple précédent, on va accéder directement au port C pour affecter le bit 7. Cette fois-ci, je vais utiliser un bit décalé. C'est plus simple, au moins de risque qu'on se trompe dans le nombre de zéros. Puis pour la partie du masque avec le E, je vais utiliser le complément 1 pour qu'il calcule automatiquement pour moi le bon masque. Naturellement, là, ici, ça affecte la sortie, mais on n'a pas donné la direction de la pin. Donc, l'équivalent de pin mode dans Arduino, nous, on va utiliser au lieu le registre DDRC qui ajuste la sortie. Et encore une fois, on met le bit correspondant en sortie. Et c'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose. On peut compiler. On voit qu'en bout de ligne, on obtient un programme qui mesure 208 bytes et aucune variable, car actuellement, on n'a aucune variable à déclarer.
Au niveau de la fonctionnalité, c'est exactement la même. Donc, il faut juste spécifier l'outil à utiliser. On va le mettre en mode debug pour être capable d'observer le code qui a été généré. Encore une fois, je vais aller mettre un point d'arrêt. On regarde en désassemblée. Il reconnaît toujours le code comme étant un set bit et un clear bit. Donc, on s'attend encore aux mêmes performances au niveau temporel. On va juste enlever le point d'arrêt pour le voir à la CSCOP. On est revenu aux mêmes performances que précédemment, avec seulement 208 bytes pour le programme. Donc, naturellement, là, on n'a pas la communication USB et tout le reste qui est supporté en arrière, qui n'est pas nécessaire pour notre projet. Certaines personnes vont dire c'est pas très lisible, par exemple, donc, naturellement comparé à l'autre terminologie où on utilisait Digital Write avec des define, on peut faire exactement la même chose. Dans un premier temps, on va se faire une petite macro qui va reprendre essentiellement la configuration de la broche. Donc, on va l'appeler LED init. Je mets ici des parenthèses juste pour rappeler que c'est une action et non pas une valeur qui est le define. Donc, ça rappelle que c'est plus une macro qu'un simple define de valeur. Même chose pour mettre le LED à on ou à off. On va se faire un autre define. On essaie ça. Toujours la même grosseur de programme. On a téléchargé. On a toujours les mêmes performances. Alors, en bout de ligne, on a un code très lisible, très simple à comprendre, très performant. Bien évidemment, les librairies Arduino sont très pratiques. Elles facilitent énormément l'utilisation des plaquettes qui sont compatibles. Cependant, on voit très bien au niveau des performances, autant en temporel que d'espace, que si le programmeur met les efforts, il peut obtenir des performances supérieures rapidement. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et de vous inscrire à la chaîne pour d'autres vidéos du même type. Merci et à la prochaine.